Bonsoir. Je voulais continuer à parler ce soir des opportunités, des possibilités qu'on a de payer ses études aux États-Unis. Et pour cette vidéo, je voudrais aborder l'aspect des immigrants permanents. La vidéo précédente aurait pu donner l'impression que peut-être je disais que on peut pas se payer des études aux États-Unis. C'est pas vrai. C'est vrai que l'éducation coûte cher ici, mais ceux qui ont dit God bless America, vraiment, c'est des gars qui ont regardé autour d'eux et ils ont dit que, ils ont compris que God a vraiment blessé America. C'est un pays génial. Ça, vraiment, il faut qu'on se le dise. C'est un pays fantastique. Maintenant, il y a des aspects négatifs, mais où est-ce qu'il n'y a pas des aspects négatifs? Il y a des aspects négatifs partout. Il faut seulement essayer de faire avec. De la même façon, les études sont chères. Les possibilités sont, je vais pas dire illimitées, mais vraiment, il y en a beaucoup. Mais alors beaucoup. Allez que si tu dis que je voulais fréquenter aux États-Unis, j'ai pas pu payer mes études, vraiment. C'est que toi-même là, tu peux peut-être aller voir au village s'il faut pas te laver. Hein. Bon, maintenant, restons sérieux. En plus des bourses et des finances personnelles que les étudiants ont, les immigrants permanents ont même encore plus de ressources. Il y a déjà certaines bourses qui ne sont pas ouvertes aux étudiants qui le sont pour les résidents permanents. Mais il y a aussi les communautés, avec les services dans la communauté, les centres de l'emploi, par exemple, financent certaines études, comment je vais dire ça, certaines formations, voilà, financent certaines formations, mais souvent c'est des formations ponctuelles que tu vas faire le temps d'un semestre, parfois même moins d'un semestre, c'est-à-dire les formations d'aide-soignante, par exemple. Bon, je sais pas si les centres de l'emploi paient les formations d'aide-soignante, c'est possible, puisqu'ils paient les formations de phlébotomie. Moi, ma formation de phlébotomie, je sais même pas combien elle a coûté. Je sais que ce semestre-ci, j'ai fait 2 classes. Dieu seul sait, peut-être 1500 $. Ils ont tout payé. Et même les tenues, les chaussures, bon, les chaussures sont un peu moches, mais bon, au moins, elles ont été payées. Elles ont été payées. Et moi, je remplissais même pas toutes les conditions parce qu'ils avaient besoin des gens qui vont pouvoir travailler 40 heures à la sortie de la formation. Moi, je leur ai dit, je peux pas travailler 40 heures parce que j'ai mes classes, je dois aller à l'école, je veux pas m'arrêter à être phlébotomiste. Phlébotomiste, pour moi, c'était quelque chose qui va m'aider. C'est-à-dire que quand on va arriver à l'école des infirmières et que les autres sont en train d'apprendre comment injecter, machin, moi, je saurais déjà comment le faire. C'est pour ça que j'ai fait cette formation. Donc, j'ai dit, je peux pas travailler 40 heures. Mais même jusque-là, ils m'ont quand même pris dans le lot. Et ils avaient même encore 2 places qu'ils n'ont pas pu remplir. Bon, ça, c'est dans le cas de Madison. Je sais pas trop comment ça se passe dans d'autres États. Mais ici, c'est comme ça. Ça veut dire qu'ils regardent des secteurs où ils ont vraiment besoin de gens. Ils votent un budget de formation où ils vont former des gens qui vont aller combler ces vides-là. Ça, c'est le cas des centres d'emploi. Maintenant, il y a les cas de centres culturels qui peuvent aussi permettre des gens qui vont aller sur le terrain travailler tout de suite. Bon, là encore, ils ne veulent pas les gens qui vont aller faire 2-3 ans d'études, ça c'est trop long. Si tu veux faire aide-soignante, par exemple, ils vont payer. Moi, ma formation d'aide-soignante l'année dernière, je ne l'ai pas payée, c'est le centre espagnol qui l'a payée. Et je suis sûre que j'étais même la première noire parce que tout le monde me regardait un peu de travers à qui ils ont payé la formation parce que c'est un centre espagnol et il y a beaucoup d'Espagnols, du moins de population d'origine espagnole et qui viennent de l'Amérique du Sud aux États-Unis. Ces centres-là, c'est pour les aider à s'établir, machin. Bon, maintenant, la chose bien aux États-Unis, c'est que ce genre de centre, en général, vraiment, il faut que ce soit un organisme privé de chez privé. Mais les organismes communautaires comme ça, ils n'ont pas le droit de discriminer. Ça veut dire que même si tu es chinois ou bien je ne sais pas trop quoi, et que tu postules, bon, maintenant, sauf si tu ne remplis pas les critères, mais si tu remplis le critère, ils ne peuvent pas te mettre de côté parce que c'est illégal de le faire. Donc, il faut souvent garder ça à l'esprit. Ne pas toujours se dire que, oh, voilà, moi, machin. Il faut déjà aller là-bas et que ce soit eux qui te disent que, voilà, tu remplis pas les conditions. Faut pas rester à l'écart parce que beaucoup de gens me disaient, oh, mais c'est pour les Spanish, machin. J'ai vu écrit nulle part que c'est pas pour les blacks. Donc, moi, je suis allée postuler et ça m'a fait économiser $1000. Maintenant,
À part les centres de l'emploi et les centres culturels, il y a également la possibilité de, c'est un peu comme travail-études. Ça veut dire qu'il y a des compagnies qui recrutent des gens. Ils vont vous former sur formation sur le tas, c'est comme ça qu'on dit au Cameroun. C'est-à-dire que tu travailles dans une entreprise, puisqu'on te paye pendant que tu étudies, mais tu n'as peut-être pas le salaire de celui qui est déjà complètement opérationnel, mais tu as quand même un salaire. C'est que tu n'as plus à te soucier d'aller travailler ailleurs pendant que tu fais des études. Moi, si j'avais vu ça quelque part, j'aurais bondu dessus. Mais les opportunités comme ça dans le domaine de la santé, il n'y en a pas. Généralement, c'est dans les domaines comme la construction, les techniciens, ceux qui font dans l'électricité, le bâtiment, des choses comme ça. Oui, ça, tu vas trouver. Donc, il y a aussi ça. Quoi d'autre? Maintenant, pour les longs crayons, tu veux faire le long crayon là, il y a le grand-oncle Sam, qui est l'État fédéral, qui prend en charge les étudiants. Généralement, il faut être ce qu'ils appellent les undergraduates. Maintenant, quand tu es undergraduate, tu as droit de l'argent qu'ils vont te donner gratuitement. En fonction de ton revenu, en fonction de ta famille, la taille de ta famille, ça veut dire que si tu es seul ou si tu es parent, tu es marié, ils prennent ça en considération. Ils prennent également en considération l'état où tu vis et le coût de vie dans cet état-là et le coût de l'éducation. C'est en fonction de ça qu'ils calculent. Je ne sais pas trop le calcul, c'est trop compliqué. Je ne sais pas si eux-mêmes ils comprennent tout ça, mais bon. C'est en fonction de ça qu'ils calculent et qu'ils donnent des montants. Bon, ça dépend aussi si tu vas à l'école plein temps ou si tu vas à l'école à temps partiel. Ils vont te donner de l'argent en fonction de ça, du nombre de classes que tu as. Maintenant, par semestre, je veux dire, le nombre de classes que tu as par semestre. Maintenant, il y a aussi le fait que cet argent-là, malheureusement, ne couvre pas souvent tout. Peut-être les premiers semestres, si tu prends des classes qui ne sont pas très chères, ça peut te couvrir tous les frais scolaires. Ça peut même aussi peut-être te payer des livres, peut-être même ton sac à dos. Parfois, tu as même peut-être de l'argent qui reste où tu peux t'acheter des chaussures, ou je sais pas trop quoi. Mais celui qui va me dire qu'il a trouvé l'équation pour que cet argent-là paye son loyer, sa nourriture et tout ça, vraiment, c'est un génie. Et moi, je voudrais bien qu'il share aussi, qu'il partage l'idée. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on a souvent besoin de travailler. Ou alors qu'on a besoin de prêter. Une option pas très conseillée aux États-Unis, mais bon. La vérité, c'est que les immigrants permanents ont la possibilité quand même de prêter de l'argent pour aller à l'école. Maintenant, quand Oncle Sam te prête son argent, ou alors quand Sally, parce que si tu entends les gens aux États-Unis dire que je dois de l'argent à Sally, c'est le nom de la dette scolaire. Sally a deux catégories de dettes. Il y a la dette où les intérêts de l'argent que tu prêtes sont payés par l'État fédéral pendant que tu vas à l'école. C'est ça, je crois que ça s'appelle dette subsidiaire. Je crois que c'est ça la traduction. Web subsidiaire. C'est-à-dire que l'État fédéral va payer les intérêts tout le temps que tu passes à l'école. À partir du moment où tu finis ou alors à partir du moment où tu arrêtes d'aller à l'école, les intérêts et le montant principal que tu as prêté deviennent ta responsabilité. Maintenant, il y a également un autre genre de prêts qu'ils appellent des prêts non subsidiaires. Ça veut dire que ceux-là, à partir du premier jour où tu les as prêtés, le montant principal et les intérêts sont à ta charge. Et généralement, ils conseillent que tu payes les intérêts chaque mois parce que sinon, vraiment, ça va être le bordel terrible. Les intérêts des intérêts vont te produire les intérêts. Et le mois suivant, les intérêts des intérêts vont te produire les intérêts. Du coup, le temps que tu as fini de fréquenter, tu peux te retrouver en train de payer des intérêts plus importants que le montant principal que tu as payé. Vraiment, ça, c'est à éviter à tout prix, sauf si tu as déjà épuisé toutes les options possibles et imaginables. Parce que le crédit aux États-Unis, c'est terrible, ça, c'est une autre histoire. On va en parler une autre fois. Donc, voilà quelques idées de comment payer ses études.
Donc, si tu arrives là, ne te dis pas que, oh, vraiment, machin. Non, il y a plein d'idées. Dans les communautés, il faut seulement aller chercher. Déjà, à l'école, tu vas trouver des ressources, beaucoup, on va te donner beaucoup d'options. Mais le problème avec les conseillers académiques, c'est que parfois, ils sont prêts à te dire que, oh, il faut prêter l'argent. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée ici, là. Le premier semestre, je suis allée à l'école peut-être 3 mois plus tard. Ma première conseillère me dit que, ah oui, tu peux prêter 100 000 $. Imagine la fille d'autrui. 100 000 $, ça fait, je sais pas moi, combien de francs CFA. J'ai dit que, pardon, j'y ai même pas pensé. Donc, souvent, les conseillers académiques, là, il faut bien se renseigner autour. C'est vrai, ils donnent des conseils qui sont bien, mais certains sont prêts à te dire que, oh, faut prêter. C'est pas toujours la première option. Vraiment, le prêt, c'est la dernière des options. Quand tu n'as plus rien d'autre dans la poche cachée. Quand tu n'as vraiment plus d'options, c'est là où, bon, tu peux prêter. Maintenant, l'autre problème, c'est que, autant au Cameroun, on a un problème de filière, c'est la même chose aux États-Unis. C'est vrai, les filières qu'on appelle littéraires, elles ont quand même un peu plus d'options d'ouverture ici là que chez nous, mais ça ne change rien au fait que les filières techniques pratiques ont beaucoup plus de possibilités. Ça veut dire que si tu arrives ici et que tu choisis de faire de l'histoire, par exemple, vraiment, il n'y a rien de... Moi j'ai fait histoire au Cameroun, donc il n'y a rien de mal à ça. Mais il faut garder en mémoire le fait que tu auras peut-être plus de mal à trouver du travail que celui qui a fait électricité ou celui qui a fait quelque chose de pratique, quoi. Donc peut-être quand tu arrives, il faut te renseigner un peu sur les filières. Même sur Internet, tu peux trouver ça. Eux, ils ont plein de données, de statistiques sur tout et sur rien. Donc tu vas même sur Internet en fonction aussi de l'état où tu vis ou de l'état où tu peux vivre. Parce que rien ne t'empêche de faire des études ici. Comme nous, là, on est en train d'étudier à Madison. Et le plan, c'est pas de rester à Madison. C'est que dès qu'on a fini d'étudier là, on va s'envoler pour aller ailleurs. Donc rien ne t'interdit de faire ça. Donc tu vas regarder peut-être les statistiques de l'état où tu veux vivre pour voir quelles sont les options, quelles sont les possibilités, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Et qu'est-ce qui sera peut-être moins rentable ou plus risqué. Surtout si tu vas aller prêter de l'argent pour faire ça. Parce que à partir du moment où tu es sorti, je crois que tu as une période de grâce de souvent 6 mois. À partir de 6 mois, vraiment, on ne veut pas savoir quel genre de boulot que tu fais. Qu'est-ce que à la limite, bon, parfois on regarde tes revenus avant de fixer le montant que tu dois payer mensuellement. On regarde parfois ton revenu et on fixe par rapport à ça. Mais ils ne vont pas attendre le jour où tu vas trouver le travail pour dire que oui, c'est là où tu vas commencer à nous rembourser. Ça marche pas comme ça lui prend son argent. Et la raison pour laquelle je dis que la dette scolaire, c'est vrai, parfois ça aide quand on n'a plus d'autres recours. Mais c'est quelque chose qui doit vraiment être dernier recours parce que aux États-Unis, si tu as des problèmes financiers, si tu as perdu ton travail, si tu as perdu ta maison, tu peux aller ce qu'on appelle en banqueroute, si je crois que c'est ça. Et on t'efface toutes tes dettes, sauf la dette scolaire. Ça veut dire que même si tu tombes malade, que bon, sauf si tu es estropié, vraiment estropié, mais là même encore, c'est le parcours du combattant pour qu'on te l'efface. C'est la seule dette où on n'efface pas. J'ai envie de dire ça comme ça parce que c'est vraiment dans les cas extrêmes où on va te l'effacer. Sinon, quels que soient les problèmes financiers que tu as aux États-Unis, ça ne part nulle part. On n'efface pas ça. C'est-à-dire que même si c'est après 10 ans, le jour où tu recommences à travailler, à gagner un peu de l'argent, on va te rappeler que, mon ami, les créanciers vont venir te chercher, que tu nous dois de l'argent. Donc, c'est vraiment le cas extrême, où tu n'as plus d'autres options, où tu vas te mettre dans la dette scolaire. Ou alors, l'autre option aussi, c'est que tu minimalises. Oui. C'est-à-dire que tu t'arranges à ce que toutes tes factures, et que ton loyer, tes billes, soient réduites au minimum possible. Ça veut dire que pas d'excès. Les garçons, par exemple, qui aiment les voitures, là. C'est vrai, c'est bien, on arrive aux États-Unis, la voiture, machin. Mais la voiture, c'est même encore plus grave si tu la payes à crédit. Il faut payer chaque mois. Mais en plus,
Il faut aussi payer l'assurance, il faut payer les arrangements. C'est pas que la voiture, je frustre pas les gens qui ont les voitures. Je frustre pas les gens qui ont les voitures, mais celui qui veut réduire ses dépenses, tu vas pas aller te charger d'une voiture. Sauf si tu travailles déjà, quand tu as fini, tu travailles déjà. Ou alors, bon, ça dépend de chacun. Tu peux aussi décider que peut-être ce que tu pouvais faire, un diplôme que tu pouvais avoir en 4 ans, toi, tu peux décider de l'avoir en 6 ans ou bien en 8 ans. C'est-à-dire que tu vas à l'école à temps partiel et puis le reste du temps, tu vas au boulot, tu vis ta vie, tu enjoys quand même les États-Unis. On ne sait jamais. Hmm. Donc, vraiment, c'est en fonction des plans de chacun. Mais pour celui qui veut vite finir et se débarrasser, quitter derrière les bancs, tu vas minimiser tes factures et qui veut le faire sans dette. Parce qu'il y a aussi les étudiants, tu vois les étudiants ici, là, celui-là, il vit même plus que le médecin. Ça veut dire que non seulement il ne travaille pas, mais il a la voiture, il va en vacances, il va en machin. C'est possible, tout ce que tu as fait, c'est prêter de l'argent. Mais alors, quand il faut le rembourser, c'est là où le bas va blesser. Mais tu peux aussi fréquenter, finir, sans dette, ou alors avec un minimum de dette. Ça aussi, c'est faisable. Bon, voilà. Maintenant, je crois que j'ai fait le tour. J'ai commencé un peu à aborder le crédit, là, avec la dette aux États-Unis, mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo, une autre fois. Ciao, ciao. J'ai faim et je suis fatiguée. Bye. Je dois aller manger.